Bonsoir, merci d'être au rendez-vous du Club Le Figaro International. Maintenant que Donald Trump a remporté virtuellement les primaires républicaines et n'a plus de rival, il se lance pour de bon dans la reconquête de la Maison-Blanche face à Joe Biden. Mais la justice peut-elle encore l'arrêter alors que au moins 4 procès l'attendent en principe? Ce soir, nous allons faire le point sur ces affaires. Où en sont les multiples procédures qui visent Donald Trump? La chasse aux sorcières dont il se dit la victime l'aide-t-elle politiquement? Enfin, pourra-t-il se venger s'il est élu contre ses ennemis en novembre prochain? Nous en débattons tout de suite avec mes invités après le générique. Anne Désine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Nanterre, vous êtes juriste et américaniste, auteur, vous êtes spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, auteur d'un Que sais-je sur la justice aux États-Unis, et vos derniers ouvrages sont La Cour suprême des États-Unis, Droit politique et démocratie, paru chez Dalloz, et Les États-Unis et la démocratie chez L'Harmattan en 2019. Oui. Maya Candel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, diplômée de Columbia et de Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste de la politique étrangère américaine et chercheuse associée à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous avez dirigé le programme États-Unis de l'Institut Montaigne après avoir travaillé sur les mêmes sujets au CAPS, le Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères, et à l'IRSEM, l'Institut de recherche de l'école militaire. Vous écrivez régulièrement des tribunes dans les médias et vous avez un blog, Froggy Bottom, un clin d'œil au siège de la diplomatie à Washington, dans le quartier de Foggy Bottom. Et votre dernier livre s'intitule Les États-Unis et le monde, de George Washington à Donald Trump, paru en 2018 aux éditions Perrin. Laure Mandeville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, ancienne correspondante à Moscou et à Washington. Vous animez une page de débat autour du monde le vendredi dans le Figaro. Vous aussi, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont 2 touchent à notre sujet de ce soir. Qui est vraiment Donald Trump en 2016 aux éditions des Équateurs et Les Révoltés d'Occident en 2022 aux éditions de l'Observatoire. Stéphane Durand-Soufflant, bonsoir. Vous êtes le chroniqueur judiciaire du Figaro. Vous suivez depuis plus de 20 ans tous les grands procès d'assises et quelques autres. Et vous êtes aussi le chroniqueur gastronomique de ce journal, en alternance ou en simultané, dites-vous. En tout cas, 2 portefeuilles qui font de vous une figure admirée et enviée de la rédaction du Figaro. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, notamment 2 co-signés avec Éric Dupond-Moretti, devenu par la suite, comme chacun sait, garde des Sceaux. Et votre dernier ouvrage s'intitule Mission divine, paru en 2021 chez l'Iconoclaste. Alors, le dossier Donald Trump, c'est un dossier assez épais, comme disent les gens de droit. Premier ex-président des États-Unis poursuivi pour des affaires criminelles, pénales, entre autres participation à une insurrection, tentative de subversion de l'élection. Peut-être on va commencer par la récente décision de la Cour suprême, Anne Désine, qui considère que son illégibilité ne doit pas être décidée par les États, mais peut seulement l'être par le Congrès. Cette décision est importante ? Oui, alors elle vient en plus de tout le reste, parce qu'il y a les affaires civiles, et Trump vient d'être condamné à des centaines de millions de dommages et intérêts, mais c'est bien, ça porte atteinte à son image d'homme d'affaires infaillible, à qui tout réussit. Ensuite, il y a les 4 affaires pénales, dont l'une est bloquée par une autre décision qu'on attend à la Cour suprême sur l'immunité. Oui. Et là, c'est l'inéligibilité, c'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir, en violation de son serment, participé à une insurrection, le rend inéligible. C'est le texte du 14e amendement à la Constitution. Et l'État du Colorado et quelques autres ont jugé que, 1, il avait bien participé à l'insurrection, et 2, il était donc inéligible. Ce n'est pas du tout anormal que la Cour ait pris l'affaire, parce que, et ça a été une partie de sa justification dans l'opinion majoritaire, si elle avait laissé la décision du Colorado, cela veut dire qu'il y aurait eu un patchwork. Chaque État, finalement, demeurait libre en dernier ressort de décider si Trump peut être candidat et peut participer à l'élection. Dans le Colorado, non. Dans tel autre État, oui, etc. Donc, cette décision, si l'on prend la première partie, est pas trop politique ni partisane, assez justifiée sur le plan juridique, apporter une uniformité des règles. Là où le problème se complexifie, c'est que
les auteurs de l'opinion majoritaire, donc la droite que j'appelle radicale, elle n'est plus conservatrice, elle est radicale, est allée plus loin en faisant en sorte que cette fameuse section 3 du 14e amendement ne puisse pas s'appliquer, quelles que soient les circonstances. C'est ce que décide la Cour, ou elle décide que seul le Congrès peut en fait la mettre en œuvre, c'est ça, le mettre en œuvre, c'est cela, mais ça veut dire que si, par exemple, il y avait des contestations un peu plus tard, au moment de l'élection, ce qui était une possibilité, parce qu'en fait, l'inéligibilité, c'est au moment de la candidature, mais aussi au moment de l'éventuelle victoire. Cette possibilité est exclue d'emblée, puisque la Cour a dit il faut une loi du Congrès. Ouais. Mais on savait... Ça, c'est contesté, puisqu'il y a une opinion dissidente, minoritaire, des 3 juges dits libéraux. Oui, progressistes, etc. Mais aussi, de façon intéressante, de la juge Barrett, celle qui a été nommée pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, l'icône de la gauche. Et elle dit les autres n'auraient pas dû aller plus loin. C'est-à-dire ils auraient dû se contenter de dire uniformité, donc voilà, on ne fait rien pour le moment. Ouais. Les radicaux donc sont allés plus loin, et c'est vrai que les 3 juges, les 3 femmes progressistes, 2 nommées par Obama et celle nommée par Biden, ont été assez fortes pour dire que là, la Cour faisait de l'activisme judiciaire dans le but, avoué ou non avoué, d'aider Trump. Laure Mandeville, la Cour suprême... très clivé politiquement, puisqu'avec des composés de juges dont certains sont considérés comme très réactionnaires, d'autres institutionnalistes, on va dire, et 3 progressistes. Est-ce qu'il faut s'attendre sur la question de l'immunité dont le camp de Trump, que revendiquent Donald Trump et ses avocats, puisqu'ils disent que toute action commise par un président dans l'exercice de son mandat doit être couverte par l'immunité. Est-ce que là-dessus, la Cour suprême peut rendre un verdict qui soit purement juridique et pas politique, ou est-ce qu'elle est condamnée à faire de la politique ? Oui, justement, moi, il me semble que je ne suis pas sûre d'être complètement d'accord avec votre interprétation, en tout cas pas totalement, parce qu'il me semble que cette décision a été prise par les juges majoritaires, en fait. Là, on parle de la décision sur l'illégibilité, décidée par les États. Ah oui, la suivante, d'accord. La précédente. La précédente, exactement. Et la prochaine, c'est sur l'immunité. Sur l'immunité. Donc, pour revenir sur la première décision, en fait, il me semble que les juges de la Cour suprême américaine ont estimé que, précisément, la justice n'est pas le lieu de la politique. Et que, donc, il ne pouvait pas se substituer, c'est pour ça qu'il renvoie vers le Congrès, c'est que dans une circonstance aussi grave, en fait, qui met en cause, en fait, l'avenir politique, le choix du prochain président, dans un contexte, comme on le sait, qui est un contexte de quasi-guerre civile froide, ce n'était pas à la justice, en fait, de trancher cette question. C'est-à-dire qu'eux ne disent pas que si Donald Trump est intervenu dans une insurrection, a participé à une insurrection. Non, c'est pas du tout ce qu'ils font. Ils ne se prononcent pas du tout sur le fond. Absolument pas. Non, ils se gardent bien de dire quoi que ce soit. Ils ont raison ou tort de le faire ? Théoriquement, la Cour suprême n'est pas le juge des faits, c'est le juge du droit. Donc à partir du moment où les juges inférieurs, en l'occurrence la Cour suprême du Colorado, a conclu à l'insurrection, elle aurait pu décider de s'intéresser à cet aspect. Non, je suis d'accord, c'est bien qu'elle s'intéresse au droit, mais la décision est politique, dans la mesure où elle va plus loin en interdisant tout recours ultérieur. En même temps, si elle est unanime, c'est qu'il y a une raison. Non, ça c'était... Alors juste, je te prends la parole 2 secondes. Ça a été un grand marchandage, on l'a su un petit peu. Ah oui, mais je vais vous interroger plus tard sur cette histoire de marchandage. Tout de même... Maya Kandel, votre avis sur cette façon de la Cour suprême de prononcer un verdict unanime en disant si on autorise les États à faire ce qu'ils veulent, à qualifier ou disqualifier les candidats, il n'y aura plus d'élection nationale. Ça tue l'élection. Alors, une petite chose, c'est un détail, parce que là, c'est vrai que c'est le candidat du Parti républicain. Je crois qu'aujourd'hui, il passera la barre justement des délégués nécessaires. Mais il faut bien voir quand même que le fait que les règles d'élection, de figurer sur le bulletin pour l'élection générale, elles sont déterminées par les États. S'il y a une chose qui est extrêmement forte dans la Constitution américaine, c'est que ce sont les États qui déterminent la manière dont les élections sont organisées. Donc par exemple, on va avoir Robert Kennedy Jr., on ne sait pas s'il sera sur les bulletins de vote dans tous les États. Certains candidats mineurs, traditionnellement, ne sont pas dans les 50 États. Voilà, parce que c'était le cas de Ross Perot en 1992. Exactement. Et les règles
dépendent. C'était le cas en 2016 avec Jill Stein et l'autre candidat tiers parti. Donc, pourquoi ? Parce que justement, les règles dépendent des États. Moi, là où je trouve la décision un peu particulière, c'est aussi de dire la section 3 du 14e amendement, en fait, n'est pas finie, elle dépend d'un nouveau vote du Congrès. Or, justement, les amendements à la Constitution ont été... Ça, c'est précisément l'objection des dissidents de la Cour. C'est vrai que c'est quand même... on a du mal indépendamment de tout... Mais sur le point de l'unanimité, ils ont tous considéré que le patchwork que créerait l'autorisation donnée aux États de valider ou de ne pas valider une candidature allait créer un chaos électoral. Non, mais en effet, étant donné l'avance, la popularité de Trump, le fait qu'il a écrasé tous ses rivaux, et que c'est quand même assez extraordinaire qu'une primaire soit déjà terminée aujourd'hui. En gros, pour vous, c'est pas eux. Les juges font le constat que c'est pas à eux de valider ou même si d'invalider un ils candidat. ont déjà mais la question de l'immunité, elle va être posée. Là, il va falloir discuter. Alors ça, c'est du fond. C'est tout à fait différent. Ça, oui, absolument. Ça, c'est une toute autre question. Il n'y a rien. Enfin, dans le grand marchandage, moi, je suis pratiquement... Le marchandage, c'est que les juges progressistes ont accepté de se rallier à la décision sur l'inéligibilité, de façon à ce que la Cour, dans ce domaine très très sensible politiquement, donne une impression d'unanimité. Parce que le président de la Cour et d'autres, ceux que vous appelez à juste titre les institutionnalistes, sont très inquiets de la baisse d'image, de légitimité de la Cour. Donc on a cette idée, les trois de gauche disent, bon d'accord, allez, on se joue. Vous avez des sources à l'intérieur qui vous parlent d'un marchandage ? Oui. Vraiment ? Un peu. Et alors c'est quoi la contrepartie ? La contrepartie, c'est que les trois juges de gauche ont l'assurance que la Cour va statuer en disant Trump ne jouit pas de l'immunité. C'est-à-dire que la Cour va aller dans le même sens que la Cour d'appel du District de Columbia, qui, comme la juridiction de première instance, a statué à l'absence d'immunité. Ouais. Sans même entrer dans les détails, est-ce que quand il appelait à l'assaut, c'était dans le cadre de ses fonctions de président ? On va voir quelles seraient les conséquences d'une décision de ce type. Ça vous étonne, un marchandage de ce type, oui. Stéphane Rouron ? Les droits français-américains sont très très différents. Je découvre ça. Oui. Je ne crois pas qu'à la Cour de cassation, il y ait ce genre de choses. Et au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel. Peut-être un peu. C'est peut-être un petit. Les cavaliers législatifs. On a vu des choses. On a vu, par exemple, je me souviens du Conseil constitutionnel valider des comptes de campagne de certains candidats, tout en admettant qu'ils n'étaient pas très réguliers, mais que si on annulait, ça serait trop compliqué et que donc on allait. C'est-à-dire que la sanction était disproportionnée par rapport aux méfaits. Oui. C'est pas eux d'apprécier ça en toute rigueur. Donc, ce qui est certain, c'est que la situation des États-Unis, on n'a jamais connu ça en France. Un tel bazar institutionnel. C'est sûr. Bon, déjà, la France, il n'y a qu'un État. Judiciaire. Donc c'est plus. Mais on a quand même des anciens présidents qui ont été poursuivis et qui sont poursuivis par la justice. On en a deux. Oui. Et Jacques Chirac, dont les mandats ont été quand même très plombés. L'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris. Absolument. Il était accusé d'avoir mis en place un système pour rémunérer. Et il a été condamné, mais 18 ans après les faits. Bah oui. Il a été condamné très très longtemps après, parce que c'était un peu l'époque aussi des débuts de ce qu'on appelait le politico-financier. Et le droit français était il y avait des trous dans la raquette. Et des avocats très habiles jouaient avec ces trous pour ralentir les procédures qui duraient des années à force de recours et de recours. Maintenant, c'est plus compliqué. Ouais. Et donc, Jacques Chirac n'a pu être jugé qu'à la fin de son deuxième mandat présidentiel. Et il ne s'est pas présenté devant le tribunal et il a été condamné. Ouais. Et le deuxième, c'est Nicolas Sarkozy. Il doit être jugé l'an prochain, en 2025. Alors Nicolas Sarkozy a déjà été jugé 2 fois, dans l'affaire dite des écoutes Bismuth et dans l'affaire dite des Big Malion, du financement de sa campagne, et reste à venir l'affaire dite libyenne, du financement libyen, qui est un gros morceau. J'ajoute que dans le droit français, la peine d'inéligibilité, c'est une peine complémentaire qui peut être prononcée par la juridiction pour certains crimes ou délits, pas pour tout. Alors qu'il faut préciser que dans le droit américain, le fait d'être poursuivi et même condamné, comme la Constitution ne mentionne pas cette situation, ça n'empêche pas un candidat d'être candidat et éventuellement d'être élu. Oui, ça n'entraîne pas automatiquement l'inéligibilité. Ce qui est intéressant en regardant les sondages, c'est de voir combien des soutiens de Trump seraient ébranlés si par hasard, en dépit de toutes les manœuvres dilatoires, il y avait 1 ou 2 verdicts avant les élections. Mais alors, si la Cour suprême, revenons à cette histoire d'immunité, si vous avez raison et que la Cour suprême
dit que Donald Trump n'est pas couvert par une immunité pénale universelle. La vertu quand même de cet épisode, ça aurait été de retarder le procès prévu à Washington, de le retarder à quoi ? À la fin de l'été, le début de l'automne, donc après l'élection sans doute. La Cour a été un bon allié du président, car elle aurait pu laisser s'appliquer la décision de la Cour d'appel, qui est bien motivée, 60 pages, etc., en acceptant de prendre l'affaire et en faisant l'audience le 22 ou le 25 avril. Le 25 avril, donc c'était 2 mois. Ensuite, elle va mettre 2 mois à rendre sa décision. Nous sommes au mois de juin et nous savons que pour que le procès à Washington DC reprenne, il y a tout ce qu'on appelle l'avant-procès, plusieurs semaines. Donc on est en parler de début septembre. C'est pour ça que le procureur spécial... Et un procès de 2 ou 3 mois, voilà. Donc, qui nous mène après l'élection. Qui nous amène pendant l'élection, et là, les Républicains sont en train de dire il y a une politique du ministère de la Justice qui interdit les inculpations. Mais là, nous ne sommes plus au niveau de l'inculpation, c'est la juge et son procès. Donc, théoriquement, ça ne devrait pas interférer. Mais comme toujours, il va y avoir du brouillage, de la fausse information, et quelque part, ça délégitime un petit peu ce procès, alors qu'il y a des fondements extrêmement solides. Est-ce que c'est pas un coup de maître, d'une certaine manière, pour Donald Trump, d'avoir réussi à plier la saison des primaires avant d'attaquer la saison des procès, et puis finalement, il a presque plié la saison des procès. Maya Kandel ? C'est-à-dire, je crois qu'il y a 2 choses. D'une part, Donald Trump, c'est vraiment quelqu'un qui a construit même toute sa carrière depuis le départ sur la procédure et le fait d'attaquer des gens de justice. Et les infractions à la loi. Les infractions à la loi, comme un art de vivre. Enfin, je crois en 2016, il était déjà, il avait 3500 procès, je crois, en cours. Enfin, donc c'est vraiment quelque chose. Là, en ce moment, il y a les 4 procédures les plus connues que vous avez évoquées, mais il y a tout un tas d'autres procès. En fait, il est aussi en procès avec Hillary Clinton. Enfin, ça sert à rien de faire la liste ici. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Trump avait lancé sa campagne au lendemain des primaires, des midterms, pardon, donc les élections de mi-mandat au Congrès de novembre 2022. Il a lancé sa campagne juste après. Dans un contexte qui était plutôt défavorable pour lui, on n'y croyait pas trop. Beaucoup de journalistes l'enterraient. Bon, il y a beaucoup de journalistes américains qui ont enterré moult fois Donald Trump beaucoup trop vite. Mais donc il était en difficulté. Et puis en fait, il a commencé les rassemblements en janvier 2023. Il a commencé à y avoir tout un tas d'autres candidats, Nikki Haley, Ron DeSantis, etc. Et en fait, le moment où les primaires basculent, où il prend une avance qui ne va cesser de se creuser et qui lui a permis de laminer toute opposition, c'est justement les premières inculpations. Et en fait, il a vraiment instrumentalisé non seulement les procès en disant, je regardais encore un rassemblement il y a 10 jours, où il dit, et c'est ce qu'il répète toujours, il dit je suis attaqué pour vous, on m'attaque parce que je vous défends, je suis la seule chose entre vous, etc. Bon, et puis après, il y a tous les... On verra un extrait d'un de ces meetings tout à l'heure. Tout de même, je voudrais, avant qu'on passe à la dimension politique des choses, si on prend individuellement toutes ces procédures, celle de la Géorgie où il y a le fameux coup de fil où il essaye de faire pression sur un agent des élections pour lui demander de trouver 11 780 voix. Il y a l'affaire Stormy Daniels où maquillage des comptes de campagne, on va dire pour faire simple. Il y a encore... Ça, c'est la première qui va venir. Est-ce que ces affaires prises individuellement vous paraissent légitimes ? Bah oui. On verra ensuite si leur accumulation a quelque chose d'un acharnement, mais est-ce que c'est légitime, par exemple, de la part de la Géorgie, de poursuivre l'ex-président pour extorsion de tentative de subornation d'élection ? En tout cas, que le procès puisse avoir... Enfin, qu'il y ait des gens... Moi, je ne suis pas juge, donc je ne peux pas savoir si c'est légitime ou pas. Donc, c'est simplement le juge qui peut le dire. Mais qu'il y ait eu un problème... Effectivement, il y a une conversation que j'ai écoutée, d'ailleurs, dans laquelle il est extrêmement, quand même, insistant. Il y a vraiment une pression qui est faite, en fait, sur le républicain qui est en charge de ce décompte et qui lui assure... que non, il n'y a pas eu de fraude. On a tout recompté, Monsieur le Président, mais je vous assure, il y a eu des fraudes. Et donc, il y a vraiment une pression très importante. Avérée et documentée dans le pays.
c'est-à-dire de gens qui auraient voté 2 fois. Non, mais ça porte sur 0,000,1. Il y a des études qui ont été faites. Non, la Géorgie, c'est le procès le plus solide. Dommage qu'il soit discrédité par l'affaire sentimentalo-sexuelle de la procureure, qui a la malchance d'être démocrate, d'être noire et d'être une femme, tout ce que haït Donald Trump. Et d'avoir eu une aventure avec son enquêteur avec le procureur principal qu'elle a nommé. Et ça, c'est dommage parce que c'était l'affaire la plus solide. Et surtout, comme c'est une affaire étatique, aucun droit de grâce au niveau fédéral n'aurait pu effacer une éventuelle condamnation. Donc ça, c'est pour ceux qui souhaitent qu'il n'y ait pas d'impunité et que Donald Trump, tu as raison Maya, après 50 années d'impunité qui échappe à tous les procès, avec quelques petites tapes sur les doigts, payez 10 000 là, etc. C'est ce que vous appelez Teflon Don. Oui, voilà, Teflon Don. Oui, ça c'est, il y a un numéro spécial. Mais il a quand même perdu pas mal de plumes sur le plan financier. Voilà, donc ça c'est quand même... Il est condamné pour fraude dans la gestion de son groupe, voilà, c'est-à-dire pour avoir surestimé ses actifs afin d'obtenir des prêts avantageux ou d'autres avantages financiers. Il est quand même condamné à 454 millions de dollars d'amende. Et 100 000 euros chaque jour qui court. D'intérêt. Mais quand même, moi je voulais aller dans le sens que disait Maya Kandel, parce qu'il me semble que la clé de tout ça, c'est que le rapport des Américains, en tout cas de cette Amérique qui représente au moins la moitié du pays qui soutient Trump, c'est une Amérique qui n'a plus le même rapport à sa justice. On parlait tout à l'heure du déclin de la popularité de la Cour suprême, mais je pense qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus profond. On est face à une révolte hyper profonde. Pourquoi Trump, depuis 2016, cette révolte n'a pas disparu, justement, malgré tout les pronostics? Au contraire, elle est renforcée. Les gens c'est une colère contre l'élite et donc aussi contre les institutions que ces élites dirigent. Et donc, personne ne croit plus dans ce camp-là que la justice rend justice en conscience. Il y a cette idée, en fait, qu'on est dans un système profondément corrompu. Il ne croit pas plus la justice que les médias, mais il ne croit personne, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à une révolte, une désinstitutionnalisation du politique, et donc la personnalité de Trump n'est plus une personnalité politique ordinaire, et certainement pas une personne qui va devant la justice, dont on prendrait ça au sérieux. C'est une sorte de bouc émissaire, de victime d'un système, et donc c'est une approche quasi religieuse de la politique, c'est-à-dire la notion de bien et de mal dans le champ politique américain c'est devenu religieux, c'est-à-dire on doit d'un côté comme de l'autre. Vous n'étiez pas d'accord avec moi à l'époque où je parlais de secte chez les supporters hardcore de Trump? Je ne sais pas si on peut parler de secte. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, les soutiens de Trump ne font plus attention aux notions classiques, aussi bien en termes de justice que même en termes de politique. Regardez sur le plan de la transition électorale, c'est très grave. C'est-à-dire on ne croit plus que le processus électoral est juste. Et donc, tout ça a explosé. C'est pour ça. 60% des électeurs de Trump pensent que l'élection a été volée. Et quand on leur demande s'ils le croient ou s'ils le savent, ils disent je le sais. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que son taux de popularité est monté au pinacle après le déclenchement de ces procédures judiciaires, parce que pour eux, c'est la confirmation que cet État profond, corrompu, que ces élites qui ne veulent pas laisser jouer le jeu loyal, qui ne veulent pas en fait laisser cette Amérique qui ne pense pas comme s'exprimer. Et donc, il y a vraiment, je pense, quelque chose de très profond et très dangereux. Et c'est d'autant plus étonnant que, comme le disait Laure tout à l'heure, les affaires dont on parle reposent sur des éléments matériels. Oui, c'est pas, comme on peut voir parfois en France, un contribuable de Géorgie qui dit « je pense que ». On a des preuves, on a des enregistrements audio authentifiés, certifiés de l'ancien président, enfin de l'encore président Trump, qui dit au type « trouvez-moi des voix ». C'est accablant quand même. Enfin, en tout cas, ça devrait faire c'est accablant, mais eux, ils pensent en fait que c'est vrai qu'il y a eu des fraudes. Ils sont d'accord avec lui. Ils pensent que le président de bonne foi... que la vérité est cachée. Que de bonne foi, il pousse le gars à faire son travail. C'est ça, attendez, en fait. On va écouter ce que dit Trump, la façon dont il se présente pour venir en appui de ce que disait Laure Mandeville. On va écouter à l'instant. A vote for Trump is your ticket back to freedom. It's your passport out of tyranny. And it's your only escape from Joe Biden and his gang's fast track to hell.
And in many ways, we're living in hell right now. Because the fact is, Joe Biden is a threat to democracy. He really is a threat to democracy. I stand before you today not only as your past and hopefully future president, but as a proud political dissident. I am a dissident. Alors, il est un dissident, il se compare à Navalny dans une autre intervention. Maya Kandel? Non, par rapport à ce que je voulais dire tout à l'heure, oui, c'est intéressant parce que pendant longtemps, enfin pendant toute l'année 2023, une grande partie, on nous a vraiment vendu, beaucoup de gens y croyaient aux États-Unis, notamment au Parti républicain, Ron DeSantis comme l'alternative. Et DeSantis, quand il a renoncé, on lui a demandé qu'est-ce qui vous a manqué. Il a dit un mugshot, une photo, vous savez les photos qu'on a quand on est mis en examen. L'identification, judiciaire. Et en fait, ça résume bien, ça résume très bien ce qui s'est passé, la manière dont Trump a réussi à utiliser, y compris des séances, y compris parfois en comparant dans des audiences où il n'avait pas besoin de comparaître. Au lieu d'aller faire campagne dans l'Iowa, il allait comparaître, comme ça faisait des images, etc. Donc il y a cet aspect-là. Et effectivement, bon, moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur les ressorts idéologiques en fait, de la transformation de la droite américaine. Il n'y a pas que l'aspect émotion, etc. Mais un point quand même qui est important, en discutant avec des journalistes argentins qui parlaient de l'élection de Milei justement en Argentine et qui disaient Milei c'est ce qui reste quand il n'y a plus que la rage et de ce sentiment d'impuissance, de rejet, de ce qu'on baptise de populisme pour avoir une grande catégorie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit des deux côtés du spectre politique aux États-Unis, mais qui est très très marquant pour Trump, surtout si on fait une ascendance directe du mouvement du Tea Party jusqu'au mouvement MAGA aujourd'hui, qui maintenant représente le Parti républicain d'ailleurs. Oui. Et il y a vraiment cette défiance vis-à-vis des institutions qui n'apporte plus de solutions. Aux États-Unis, les deux préoccupations extrêmement importantes des Américains, qui recueillent des super majorités d'approbation. Donc il y a sur les armes à feu, la réglementation des armes à feu, sur les prix des médicaments, aussi sur une réforme de l'immigration. C'est des choses où le Congrès, les présidents n'arrivent à rien réformer depuis des années, voire plus. Donc Trump est vraiment porté, les gens qui sont prêts à revoter Trump portent aussi tout cela. Bon, après, au-delà, vous parliez de secte tout à l'heure, je pense que dans le Trumpisme aujourd'hui et la manière dont il a capturé le Parti républicain, parce qu'aujourd'hui, le Parti républicain, c'est Trump et c'est l'ancien establishment qui est dissident. Oui, qui est en voie de disparition. Qui est en voie de disparition. L'affrontement à la fin avec Nikki Haley a tout à fait montré ça. J'ai oublié le début de ma phrase, pardonnez-moi. C'est pas grave. Je voulais, à l'appui de ce que vous disiez tout à l'heure, je voulais qu'on regarde un graphique qui montrait comment la cote de popularité de Donald Trump, finalement, monte quand il est aux différentes étapes de ses condamnations, y compris les peines désormais plus ou moins définitives concernant les accusations de fraude, etc. Ça monte, quoi. Ça veut dire qu'on est dans... En fait, il y a deux réalités qui se juxtaposent, il n'y a plus d'interférence entre ces deux mondes. Et vous, Andésine, vous blâmez beaucoup la liberté d'expression aux États-Unis, qui est un concept assez absolutiste dans la version américaine. Expliquez-nous. Oui, effectivement. J'ai fait une tribune dans Le Monde, un peu provocatrice, où j'essaie de montrer que le premier amendement dit que l'État ne peut pas porter atteinte à la libre expression, ni à la liberté de la presse, ni à la liberté religieuse, pour faire simple. Et ce concept c'est le concept de libre marché des idées, qui a été explicité par beaucoup de juges, etc., parce que les Américains ont peur de l'État, peur de la censure. Donc l'idée, c'est que rien ne peut être censuré par l'État, donc il faut laisser toutes les idées se promener sur ce libre marché, analogie avec le marché économique, et les meilleures idées vont émerger, et les mensonges, les idées farfelues vont être évacuées. Cela fonctionnait un temps, mais petit à petit, les conservateurs qui étaient minoritaires dans le pays, pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre comment Trump a pu capturer ces gens mécontents, il faut comprendre que depuis les années 70,
ces gens qui sont le Tea Party, le Freedom Caucus, les gens qui rejoignent Trump, considèrent que tout est trop à gauche. Le Congrès a voté des lois sur les droits civiques, sur le droit de vote, la Cour suprême a dit pas de ségrégation, la Cour suprême a dit droit à l'avortement, et ces gens se sont littéralement mobilisés. Et quand on lit les documents de Newt Gingrich, un leader républicain, et d'autres, ils ont vite compris que... Le milieu des années 90. Voilà, le contrat avec l'América 1994, leur idée, je ne sais pas dans quelle langue je vais le dire, parce que c'est un vilain mot, c'est de noyer ce fameux livre-là avec SHIT, avec tout un tas d'informations fausses, de façon à ce que tout le monde s'y perde. Et c'est exactement la situation actuelle. Quand vous avez tellement d'informations partout, de dénégations, etc., ce n'est plus possible de délimiter les faits, la réalité et les mensonges, et c'est plus possible de se faire une idée. Et c'est la situation actuelle, et c'est la raison pour laquelle Trump, qui a quand même beaucoup contribué à saper l'image de la justice. Il y avait une certaine méfiance, mais les gens de Trump, ils n'ont pas de problème avec la justice. Ce sont les Noirs qui ont des problèmes avec la justice, ce sont les Hispaniques, etc. Et ça, durant son mandat, il s'est attaqué aux juges, il s'est attaqué aux médias, et là, le prix à payer, c'est maintenant. C'est-à-dire que... Les gens que vous décrivez qui ont des problèmes avec la justice, ils ont surtout des problèmes avec la police. Mais ensuite, la justice, oui. Toutes les statistiques montrent que si vous êtes noir, vous avez toutes les chances d'être condamné, là où un blanc ne sera pas condamné. Même chose pour la peine de mort. Oui, mais n'empêche qu'il a accusé la justice d'être politique, et ensuite il y a eu un amalgame, c'est-à-dire que ses partisans... La justice accusait d'être de gauche et la police d'être de droite. C'est un peu ça, quand même. Oui, enfin, elle était de gauche parce qu'elle était opposée à Trump. Ouais. Mais objectivement, la plupart des juges, alors tout dépend si ce sont les juges des États ou les juges fédéraux, sont assez stricts quand il s'agit de punir, de sanctionner, de déterminer la peine pour un trafic de drogue ou un homicide. Et les gens qui finissent devant les tribunaux, ce sont généralement les minorités qui sont mal défendues dans le système américain, où, il faut le savoir, il n'y a pas d'avocat compétent commis d'office. Ouais. Stéphane Durand-Soufflant, est-ce que vous n'avez pas l'impression que chez nous, la justice paraît incroyablement plus neutre, ou en tout cas est perçue? On ne parle pas de chasse aux sorcières quand un ancien président... je dirais que ça commence un peu. Ça commence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais justement, au début de ces affaires politico-financières, qui n'existaient pas auparavant, parce qu'il y avait des espèces d'arrangements, quand la justice est devenue vraiment, a pris son indépendance et ils ont commencé à se retrousser les manches, les premières personnalités publiques ont été, à l'époque on disait inculpées, on dit mis en examen maintenant, et si vous reprenez les images de cette époque, c'est très troublant. Ils disaient tous « Je fais confiance à la justice de mon pays ». C'est une phrase que vous n'entendez plus jamais. Ah oui. Plus jamais aucun responsable mis en cause ne dit « Je fais confiance à la justice de mon pays ». Alors, au contraire... Et l'exemple de Trump peut inspirer aussi des élus... Regardez en France, les gens de droite qui sont mis en cause dans des affaires, même parfois avec des éléments matériels quand même assez embarrassants, pour pas dire plus, ils vont accuser les juges de gauche, alors en tapant sur un syndicat, qui est le syndicat de la magistrature, qui représente quand même que 25% des magistrats. Je dis pas que c'est rien, mais c'est pas non plus tout. Il y a eu cette affaire du mur des cons, dont tout le monde se souvient, qui est choquante, mais qui est extrêmement instrumentalisée, parce que le mur des cons, c'est dans le local du syndicat de la magistrature, et ça concerne une petite partie d'un syndicat minoritaire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est maintenant très, très utilisé. Et il y a une tendance aussi à vouloir balayer les avis du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, qui règlent, mais c'est à géométrie variable. Regardez l'affaire actuelle, qui n'a rien à voir avec tout ça, mais un imam a été expulsé récemment parce qu'il faisait des prêches. Le Conseil d'État a validé cette expulsion. Quand tout est fait dans les règles et correctement, la justice valide. Ouais. Mais quand il y a des problèmes, elle invalide. Et là, on dit, elle est politique. Et il y a en ce moment, je trouve vraiment un glissement qui est inquiétant sur cette stigmatisation systématique de la justice qui s'appuie sur des affaires peu nombreuses mais très médiatiques. Parce que si vous allez dans les tribunaux pour les affaires qui n'intéressent personne, je peux vous dire que la justice n'est pas laxiste. Les peines sont sévères. D'ailleurs, les prisons sont bien remplies. Oui, il me semble, sans vouloir me lancer dans une analyse de la situation française, il me semble en fait que ce désaveu de la justice est dû au fait que les citoyens ont le sentiment d'une paralysie politique et que justement les politiques populistes, en fait, ceux qui ont été projetés
parce qu'en fait c'est aussi un phénomène démocratique, le populisme. C'est-à-dire c'est quand les citoyens estiment que leurs avis, leurs demandes ne sont pas exaucées par leur classe politique, ils projettent sur le devant de la scène des personnalités justement des outsiders différentes pour essayer d'arriver à leur fin. Et c'est vrai que ces personnages, que ces populistes, en général, promettent de mettre fin à l'impuissance. Et mettre fin à la puissance, c'est justement essayer de rétablir ce qu'ils appellent une forme de démocratie directe en contournant, en réalité, les éléments institutionnels qui freinent. Et donc, par exemple, sur la question de l'immigration en Europe, vous savez très bien, pas seulement en France, mais dans l'ensemble de l'Europe, qu'il y a cette idée que les politiques sont complètement enserrés par les législations, par les cours, par la Cour européenne, qui chaque fois qu'il y a une volonté de faire quelque chose, déboute en fait les populistes dont vous parlez, ils s'attaquent aux médias, ils s'attaquent à la justice. Oui, on l'a vu en Hongrie, on l'a vu en Pologne. Bien sûr, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est que il y a une sorte de conflit aujourd'hui entre la volonté de remettre d'une forme d'efficacité pour répondre à cette espèce de gigantesque révolte qui gronde sur des tas de sujets au sein des différentes sociétés occidentales, et donc avec des politiques qui, eux, s'affranchissent justement de ces systèmes de règles en disant le plus important aujourd'hui, c'est de répondre aux demandes des citoyens, donc il faut changer les lois, il faut... mais Trump, il veut peut-être répondre aux demandes des citoyens, mais il veut aussi sauver sa peau. Exactement, et ça c'est vrai que le Trump, c'est vraiment... C'est très compliqué en fait, parce que c'est à la fois, bien sûr, quelqu'un qui veut sauver sa peau, qui a sa propre trajectoire individuelle, cet énorme ego, et cet ego est toujours présent, et bien sûr le fait de sauver sa peau, et de faire son chemin, de garder le pouvoir, de revenir, est toujours présent évidemment, de manière centrale dans sa démarche, mais il est aussi porteur de cette volonté de changement. Et c'est pour ça que c'est un phénomène compliqué, et c'est pour ça que les gens continuent à le suivre. Parce qu'en fait, ce désir de renverser la table n'a pas disparu. Alors lui, il l'utilise, et de ce point de vue-là, il est aussi un démagogue qui utilise en fait cette rage, cette colère, ce désir de changement, mais ce désir ne disparaît pas, et donc il continue d'être le porteur de la révolte. Maria Candel, vous dites même qu'il a fédéré une espèce de nouvelle droite, avec des éléments... Il a complètement transformé la droite américaine, en héritant du mouvement anti-parti, en héritant d'anciens courants, évidemment, parce que beaucoup de gens disent que Pat Buchanan, qui s'était présenté aux primaires de 1992 contre Bush père, avait déjà en quelque sorte défini toutes les grandes lignes du Trumpisme, y compris déjà America First. Voilà, le slogan qui datait même d'une autre époque, et l'immigration, le mur, enfin tout était là, le retrait du monde, la fin du libre-échange. Il manquait le charisme. Il manquait une incarnation. Il manquait une incarnation. Quelqu'un de populaire, alors que... Avec du charisme, avec une maîtrise des codes de la politique aujourd'hui, c'est-à-dire le mariage de l'entertainment et de la politique. On a beaucoup... Et un talent d'orateur. Un talent de tenir un rassemblement. Devant une caméra. Et puis c'est vrai que c'est extrêmement scénarisé. Encore une fois, ce rassemblement, ce grand meeting que je regardais, donc ça dure 1h30. Il y a aussi des tubes qui sont joués, les gens dansent. Après, toute la fin extrêmement anxiogène, quand il commence à dire que le pays va disparaître, etc. Il y a une musique qui monte. C'est comme dans un film, il y a une petite musique qui commence à monter. C'est très angoissant. C'est en plus un espèce de d'hymne de QAnon, le mouvement qui pense que toutes les élites font des crimes pédophiles, etc. Bon. Et donc il y a beaucoup d'insinuations. Il y a du show business, il y a du show tout simplement. Les gens viennent passer un bon moment ensemble. Et vraiment, il y a beaucoup de gens au sein du Parti républicain qui ont essayé, même des mouvements qui partagent un certain nombre d'idées ou de volonté de chaos, de nihilisme de Trump, qui ont essayé de trouver d'autres incarnations, qui ont parié sur d'autres chevaux. Ça n'a pas marché parce que c'est Trump, justement aussi par son côté immaîtrisable, son côté de Santis encore. Il disait on va faire un Trumpisme compétent. Mais en fait, c'est pas la question. On ne lui demande pas d'être compétent à... Une contradiction dans les termes. Voilà, donc tout ça ne... Vous m'offrez la transition avec notre troisième point. Est-ce qu'il va se venger ?
En tout cas, ça revient beaucoup dans ses discours, dans ses meetings. On va écouter comment il le formule, Donald Trump. Toujours assez In fleuri. 2016, I declared, I am your voice. Today I add, I am your warrior. I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution. I am your retribution. Not going to let this happen. Bon, alors la vengeance est au programme. Anne Désine, vous écrivez que s'il revient au pouvoir, il y aura une annulation presque automatique des poursuites contre lui. Alors, c'est ce qu'il va essayer de faire, mais c'est pas si facile. Admettons qu'il soit élu donc le 5 novembre. Il ne va accéder à la Maison-Blanche que le 20 janvier. Oui. Entre-temps, le procès, justement, les procès, celui de Floride sur les documents confidentiels volés... On peut mettre en prison un président élu ? Oui, alors pas encore en place. Si, mais la difficulté, c'est là qu'on revient à la décision de la Cour suprême sur l'inéligibilité. Il aurait été possible de faire intervenir l'amendement après l'élection en disant, mais là quand même, il a... Mais le Congrès ne votera jamais contre. Ah mais non, mais justement, de toute façon, à partir du moment où la Cour a dit qu'il faut une loi du Congrès, ça veut dire qu'il peut, même s'il y avait un verdict de culpabilité, un double, un dans l'affaire de Floride, disant qu'il a volé des documents... Floride, c'est les documents, voilà. Des documents confidentiels, et surtout, il a fait obstruction à la justice, au FBI, en refusant de les rendre. Il a fallu une citation, il a fallu une perquisition, et avant la perquisition, il a planqué certains des documents. Donc il y a vraiment obstruction à la justice. Ok. Donc là, le verdict, dès lors qu'il y aura un procès, il est pratiquement assuré. De même, Washington DC, le procureur s'est bien gardé de mettre parmi les chefs d'inculpation, de mise en examen l'insurrection. Il a dit obstruction à une procédure, et ça c'est clair, et privation de droit de vote pour tous ceux qui ont voté Biden. Et ça c'est clair aussi. Donc, a priori, il y aura un verdict, si un jour il peut y avoir un procès, contre le président. Et là, on risque d'avoir... Alors en octobre, en novembre, en décembre, 2 verdicts concluant à la culpabilité de celui qui sera peut-être élu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, on ne sait pas très bien. Et en fait, ce qui risque de se passer, c'est que peut-être un certain nombre d'électeurs, en voyant les verdicts approcher, vont changer leur vote. Mais on ne sait pas ce que ça va donner s'ils votent pour un tiers parti. Donc là, on est dans une zone vraiment très dangereuse aux États-Unis. On ne sait pas ce qui va se passer. Les risques de violence sont réels. La température est très très chaude et c'est compliqué. Si Trump est élu le 5 novembre, est-ce que ça fait du sens pour les magistrats de poursuivre des procès qui seraient engagés mais non conclus ? Ce qui est amusant dans ce qu'on voit, c'est que les textes fondamentaux, en fait, ont été pensés alors que personne n'imaginait qu'un jour, on aurait affaire à de tels énergumènes. Oui. Ça a été fait pour des, comme on dit les Américains, decent people. Voilà, des gens là, on se retrouve, c'est un peu la même chose en France. Pour être, si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, j'ai regardé un peu, il suffit d'avoir 18 ans et d'être français. Et vous pouvez avoir un casier, c'est pas grave. Et pour destituer un président, c'est assez flou. Il faut qu'il ait commis des actes, des manquements à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. C'est pas trop. Oui. On sait pas trop. Et qui a la capacité c'est le Parlement, là. À ce moment-là, c'est constitué en haute cour. Oui. Mais vous imaginez, en France, faudrait... Mais je pense que peut-être en France, si on est dans cette situation-là, on serait différent. Le rapport de force politique joue aussi comme aux États-Unis. Bien sûr. Mais dans le cas américain, les débats au Congrès, avant le vote justement du 14e amendement, de la section 3 en particulier, il y a des débats qui montrent que dans les discussions au Sénat, alors c'était pas le cas à la Chambre, je crois la première version à la Chambre, c'était vraiment par rapport aux gens qui avaient participé à la guerre civile pour le Sud, donc en vue d'établir la Confédération. Mais en revanche au Sénat, ça a été clairement dit noir sur blanc, c'est sur le Congressional Record, qu'ils sont en train de mettre au point un amendement qui s'appliquera aussi dans l'avenir à toute personne tentant de perturber notamment le processus constitutionnel, le déroulé constitutionnel normal, y compris donc de l'élection, y compris pour le président et le vice-président, parce que c'était un point, c'est pas spécifié. Donc, alors c'était il y a un siècle, c'est pas dans la Constitution originelle, mais ça fait partie de la Constitution, et donc là-dessus c'est assez clair. Trump, s'il était élu et que les procès qui sont au niveau fédéral n'étaient pas finis, pourraient faire arrêter les poursuites. Pas avant le 20 janvier. Pas avant le 20 janvier, bien sûr, non, une fois qu'il est en fonction. Donc, a priori, il y aura un verdict de culpabilité, et donc se poserait la question de la grâce. Sur une inconnue un peu vertigineuse. Ah oui, c'est vertigineux. Tout de même, sur la vengeance, il y a clairement le projet d'instrumentaliser le département de la justice
pour retourner cette machine judiciaire contre ses ennemis, y compris contre Biden. Le projet, c'est de pourchasser Biden et, je cite, toute sa famille criminelle. Oui, mais aussi c'est les un des projets. Et de gracier tous les insurgés du Capitole. De gracier, des otages. qu'il appelle des otages. Ouais. Il y a le projet de faire disparaître le ministère de l'Éducation, de démanteler la sécurité intérieure pour rattacher ses missions au cabinet de la Maison-Blanche. Donc ça aussi, c'est de la vengeance ? C'est-à-dire, en fait, là, on rejoint plutôt tous les ressorts idéologiques et tous les partenaires idéologiques et les compagnons de route idéologiques du Trumpisme et tous ceux qui se sont greffés sur ce mouvement. Oui, d'ailleurs, à vous lire, on se prend à penser que Trump est finalement un idéologue. Non, alors moi, justement, ce que j'ai toujours dit plutôt, que Trump n'est pas un idéologue, mais il a, depuis le début, été entouré d'idéologues. Sa première campagne, franchement, il n'était pas le dernier surpris de gagner. Hein. Il avait même des projets pour après, au cas où il perdait. Enfin, donc c'était... Et donc, dans son premier mandat, il y a eu beaucoup de contradictions entre ce que lui disait et ce que le Congrès votait, entre certaines personnes qu'il avait nommées. Il y a eu des résistances bureaucratiques. Oui. Donc là, tous les gens qui sont autour de lui et qui, donc, maintenant, la purge est quasi faite, hein, même au sein des instances du parti. Là, c'est vraiment tout récent. Il a mis sa belle-fille. Et ils savent comment fonctionne la machine étatique. Voilà. Et donc, il y a un plan beaucoup plus construit. Si vous voulez, il y a toujours eu cette idée à Washington, on dit depuis longtemps, c'est comme un proverbe, personnel is policy. Donc, c'est les gens qui sont nommés, le pouvoir de nommer, de toute façon, dans toute démocratie, c'est essentiel. Et donc là, il y a vraiment cette volonté, cette idée de dire Trump n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait faire, tout son programme, parce qu'il y a eu des résistances, il n'avait pas les bonnes personnes aux bons endroits, etc. Ouais. Donc, ce qui s'appelle la bureaucratie, en quelque sorte, les fonctionnaires. Et là, il y a notamment le think tank Heritage, qui était des centres de réflexion, pour l'anglicisme, qui avait construit tout ce qu'avait fait Reagan à l'époque. Ce centre a pondu un rapport de 900 pages que, à mon avis, personne n'a lu dans l'entourage de Trump. Mais qui est très intéressant. Hein. Mais qui est... Enfin, dans l'entourage, Trump l'a sûrement pas lu, mais dans son entourage, on peut estimer que certains l'ont lu. Et c'est terrifiant. Oui, et en fait, c'est une volonté culturelle. Après, ça ressemble un peu à du copier-coller, certains passages. Je sais pas, mais bon, c'est très intéressant parce que ça montre une volonté de purge, une volonté de changer, y compris, mais ça irait, je pense, jusqu'aux diplomates, jusqu'aux différents corps de l'État, jusqu'au FBI, tout particulièrement d'ailleurs. Pour mettre des gens aux ordres. Ils ont fait une sorte de LinkedIn de gens qui pensent bien selon les canons du Trumpisme. Ouais. Et donc, c'est clair qu'un Trump 2 ne ressemblerait pas à Trump 1. Pour résumer, la vengeance, vous dites oui, ça sera au cœur du programme d'un Trump... Il y aura toujours oui, bien sûr, il y aura toujours les institutions qu'on connaît aux États-Unis, mais c'est aussi ce débat. On ne peut pas virer d'un coup tous les juges. Non, les juges, non, ils sont inamovibles. On peut les remplacer au fur et à mesure, on peut en nommer de nouveaux. Il avait essayé de prendre un décret à la fin de son premier mandat en disant que les fonctionnaires n'étaient plus, parce que théoriquement, quand on est fonctionnaire, c'est un peu comme la fonction publique chez nous, on ne peut être renvoyé que pour une cause grave. Et là, il avait décidé, moi, ça ne m'intéresse plus de recruter sur le mérite, je vais recruter sur la loyauté. Donc, c'est la fameuse annexe F, qui n'a pas pu entrer en vigueur, mais qui fait partie du programme de Heritage Foundation. Donc, parce qu'on se rappelle, les États-Unis, on se dit, ah oui, c'est le système des dépouilles. C'est vrai, un nouveau président va nommer à peu près 4000 personnes, qui sont des nommés politiques. Cette fois-ci, il est question d'en nommer 50 000. Voilà, mais là, c'est-à-dire d'en virer 50 000. C'est le fonctionnaire de base, qui théoriquement est apolitique, lui, aurait comme critère d'être non pas compétent, mais d'être un fidèle à Trump. Et ça, c'est un vrai changement vers un régime autoritaire. C'est-à-dire que les fameux freins et contrepoids qui sont la marque de fabrique de la Constitution américaine, qui sont déjà très mal en point dans la mesure où le Congrès est paralysé, la Cour suprême, etc. Et là, quand on parle de résistance durant le premier mandat, ceux qui ont résisté sont aussi les fonctionnaires qui se rendaient compte que les politiques étaient soit illégales, soit inconstitutionnelles, et qui bloquaient la mise en œuvre. Si ce sont des fidèles de Trump, ils ne bloqueront plus rien du tout. Donc il n'y aura plus de limite à ce que décidera Trump parce qu'il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur et tout, parce que quand même il décide un petit peu tout et n'importe quoi. Il nous reste 3 minutes, je voudrais juste faire un petit tour de table et vous demander peut-être Laure d'abord, est-ce qu'il peut y avoir du Trumpisme sans Trump ?
Moi, je pense que oui, parce que je pense que Trump, le Trumpisme, c'est pas seulement Trump. C'est-à-dire que encore une fois, c'est Trump, mais c'est aussi ce vecteur-là. Mais c'est aussi les directions absolument. Ces 4 directions, c'est-à-dire la question d'un libre-échange, d'abandonner cette idée du libre-échange comme vase sacré, et donc l'instauration d'une forme de protectionnisme, d'une renégociation de la globalisation, c'est un thème absolument majeur. La question de l'immigration, thème absolument majeur. La question de la politique étrangère qui est reformulée, et le 4e élément, c'est les guerres culturelles. Et là, je pense que c'est un élément qui manque dans le débat qu'on a eu, c'est-à-dire que moi, je comprends qu'il y ait une inquiétude que je partage sur le fait que chez Trump, il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de frein, et qu'il peut effectivement, dans un second mandat, nettoyer un peu la place. Mais bon, d'abord, il y a quand même une société américaine qui est quand même toujours là, des lois, etc. Et puis, il ne faut pas oublier que tout cela vient parce qu'il y a une demande, parce que de l'autre côté, ce n'est pas un no man's land. Oui. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y a eu aussi un mouvement quasi révolutionnaire. Il y a un marché pour le produit Trump. Quasi révolutionnaire du côté de la gauche, très radical, contre lequel, en fait, les classes moyennes qui votent pour Trump aujourd'hui veulent s'opposer. Tout l'élément, justement, de l'identitarisme, du wokisme, etc., c'est quelque chose que les Américains veulent arrêter. Là-dessus, est-ce Trumpisme sans Trump ? Alors oui, absolument, mais avec ce bémol, parce que ça fait longtemps que des cercles conservateurs aux États-Unis essayent de définir ce Trumpisme sans Trump, et ils aimeraient vraiment que ce soit sans Trump, mais il y a d'abord, c'est pas majoritaire, et donc c'est là où l'incarnation est extrêmement importante, le charisme, etc., et donc ils ont essayé avec différentes figures, ça n'a pas marché. Est-ce que l'audace de Trump n'est pas consubstantielle au Trumpisme ? C'est-à-dire qu'on a vu dans les primaires que tous ceux qui étaient ses émules, finalement, étaient beaucoup plus timorés, beaucoup plus timides, beaucoup plus classiques, en fait, des politiciens classiques, et ça n'a pas pris. Absolument, ça c'est tout à fait, je partage complètement ce point. Bon, même si DeSantis a essayé, et voilà. Mais une chose quand même par rapport on n'est pas comme là où on était en 2020, parce que justement, les élites du Parti républicain, les anciennes élites du Parti républicain se sont complètement soumises au Trumpisme, c'est-à-dire à ce qui définit justement cet attrait de Trump au niveau idéologique. Ouais. Et donc là, c'est transformé. Stéphane Durand-Soufflant, vous voyez... Moi, je ne suis pas compétent sur la Trumpisme sans Trump, non. Moi, je vois que Trump, ce personnage sans aucun surmoi inquiétant, et je suis content d'être en France par moment. Ok, Anne désigne le mot de la fin. Je souscris à ça aussi. Je pense qu'on va dans une période, un creux terrible, tant que Trump est certains côtés du Trumpisme, à ne pas confondre avec le mouvement conservateur, parce que le mouvement conservateur, c'est prétendre qu'il y a de la fraude depuis 20 ans, c'est pas nouveau, c'est lutter contre l'immigration, tout ça, c'est pas nouveau. Mais il va falloir sans doute 1 ou 2 élections avant qu'il y ait une dissociation et qu'un mouvement conservateur un peu plus traditionnel reprenne le dessus par rapport à Trump. Merci beaucoup, merci à tous les 4 pour ces réflexions intéressantes. Je soupçonne que ce n'est pas le dernier épisode de ce club sur Trump et cette campagne américaine. Pour ma part, merci de votre fidélité. Retrouvez-nous tous les mardis soirs à 22h30 sur Le Figaro TV. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.